Bonjour et bienvenue dans Livre de bord. Alors aujourd'hui, je n'ai pas Brice avec moi qui me demande si je vais bien. Par contre, lui va très bien. Il est en reportage à Londres et c'est avec vous et pour vous que je vais faire cette émission littéraire. On va commencer tout d'abord par des nouveautés qui viennent de paraître chez Gallimard. Éric Fotorino avait déjà eu le prix Femina pour Baiser de cinéma et L'homme qui aimait tout bas. Il vient de sortir donc chez Gallimard Le dos crôlé. Si vous aimez beaucoup cet auteur, je vous conseille, et ça pour un petit prix, il vient de sortir en folio Question à mon père. J'ai aussi eu la chance de lire ce très beau roman de Ariane Bois, Le monde d'Anna. Donc c'est paru chez Robert Laffont. Alors là, c'est l'histoire de deux petites filles, Anna et Suzon, qui vivent dans le petit Istanbul de Paris, dans le 6e arrondissement. Un livre bien sûr sur la guerre, sur les passions, les déchirures. C'est un excellent roman que je vous conseille également. Pour clôturer ou démarrer, si on veut, ce livre de bord, Didier Van Coelaert publie Le journal intime d'un arbre. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Nous avons beaucoup parlé de cet arbre, de ces poiriers, son véritable arbre qui est mort. Il a décidé donc d'écrire ce roman et je vous laisse découvrir ce qu'il m'a raconté. On s'est inspiré par 25 ans de fréquentation d'un arbre tricentenaire que j'ai découvert lorsque j'ai acheté ma maison dans la forêt de Rambouillet. Et cet arbre, voilà, comme avec les êtres humains ou les animaux, il y a un coup de foudre, il y a une relation particulière qui s'installe parce que c'était lui, parce que c'est moi, des vibrations communes, quelque chose qui tient de l'évidence et du mystère à la fois. Et puis un arbre qu'on soigne, qui se rétablit, un arbre qui donne l'impression de vous soigner vous-même quand vous en avez besoin. Et puis un jour, c'est un coup de vent, une mini-tornade, cet arbre tombe et 300 ans d'histoire, de mémoire avec lui. Et ça me fait un choc que je n'avais pas prévu. Je sais si j'ai connu la mort autour de moi, mais cette mort silencieuse, cette absence de repères, a fait un choc profond, ce genre de choc après l'émotion du moment, après cette chose qui travaille en souterrain et qui fait que un écrivain à un moment donné a les moyens de répondre à ça en remettant en vie la chose qui n'est plus là et en imaginant tout ce qu'avait pu être l'histoire de cet arbre, sa mémoire et sa conscience et son point de vue sur les êtres humains qui l'ont côtoyé durant tous ces siècles, et après sa chute, on va dire sa chute plutôt que sa mort, puisque il en est lui-même surpris en tant que narrateur, c'est qu'il est tombé et il fonctionne encore. Il perçoit encore les éléments autour de lui, les événements, les vibrations, les pensées. Et que va-t-il advenir de lui ? C'est un suspense qui commence dès la première page. Il ne sait pas du tout combien de temps cet état va durer. Est-ce que lorsque la sève va sécher, il va cesser de vivre complètement ? Est-ce que quand il sera débité, comme l'ont été d'autres arbres autour de lui, est-ce que sa mémoire et sa conscience seront contenues dans chacune des bûches, comme un hologramme brisé, le tout est présent dans chaque partie ? Ou est-ce que tout ça va être divisé ? Que va-t-il se passer quand on mettra ces bûches dans le feu ? Tous ces questionnements, plus un coup de théâtre absolu dans sa vie, c'est le moment où on va faire sur lui un geste qu'il ne connaît pas. Et c'est la petite voisine qui est une adolescente qui ne parle pas. Manon, qu'on croit autiste, mais parce que son père s'est livré à elle sur des choses en lui disant tu me promets que tu ne diras jamais rien, et elle a obéi et elle ne dit jamais rien. Et cet arbre était pour elle comme un père de substitution, un père de secours, et la perte de cet arbre déclenche en elle quelque chose de très fort qui est une véritable vocation. Elle se met à sculpter cet arbre, elle se met à sculpter à même la souche une statuette de femme qui est la femme qu'elle imagine, qu'elle espère devenir un jour. Et ce que ressent l'arbre à ce moment-là, l'arbre qui
qui connaît l'élagage, qui connaît le travail des bûcherons, ça n'est pas ça. Cet arbre qui a été, durant sa longue histoire, à un moment donné, il a été un objet de culte. Parce qu'il a reçu la foudre, et ce coup de foudre a dessiné dans son tronc une cavité dans laquelle les gens ont cru voir une image de la Vierge Marie. Il est devenu un arbre saint. Et puis à la Révolution française, on a du coup pendu des religieux à ses branches. Oui. On a pris son bois mort pour brûler vive une prétendue sorcière. Enfin, on lui a fait toutes ces choses. Et là, il ne sait pas ce que c'est que de devenir une œuvre d'art. Et en fait, l'essentiel de sa conscience va demeurer dans cette œuvre d'art et dans le destin de cette statuette, et aussi dans le destin de cette jeune fille et de l'homme de sa vie ils se sont rencontrés tous les deux autour de cet arbre. Et après sa chute, après sa transformation, eh bien, la conscience de cet arbre va rester chevillée au destin de ses amoureux. Pour parler gros livre, chez Flammarion, il publie Bruegel et aussi Cézanne. Alors Cézanne, on a dans ce livre magnifique plusieurs portraits, bien sûr, son œuvre, sa vie, des photos de lui également, de ce qu'il a vécu, comment il est devenu peintre, etc. Et je trouve que c'est très bien fait. Il y a des œuvres extraordinaires et donc ça vient de paraître aussi chez Flammarion, donc dans la collection Les Grandes Monographies, donc Bruegel et Cézanne. Alors on va passer un peu, et même beaucoup, au livre pour la jeunesse. On va quand même d'abord parler, et on ne sait plus où les mettre tellement on en reçoit, La guerre des boutons dans la BD, ici de nouveau nouvelle BD donc chez La Petite Reine. On en a beaucoup parlé, La guerre des boutons, mais ils ont décidé de refaire toutes sortes de livres, donc cette BD est vraiment très bien faite aussi. Moi j'ai trouvé qu'elle avait un côté très ludique, donc pour vos enfants, pourquoi pas. Les aventures de Tintin continuent bien sûr avec la publication et la republication chez Casterman des aventures de Tintin. Donc ceci est l'album du film avec les vraies images. Là, ce sont les images du film de Spielberg et de Peter Jackson qui sont absolument sublimes. Si vous avez aimé le film, pourquoi pas vous procurer ce livre chez Casterman. Et il republie dans des petits formats les aventures de Tintin, donc les évadés du Caraboujan et bien sûr le secret du capitaine Haddock. Voilà, encore peut-être une dernière petite BD chez Delcourt, Aqua Blue, Retour aux sources. C'est une très très belle aussi BD, ça c'est pour les plus grands parce que déjà les dessins sont un peu plus compliqués. Éric Reinhardt est venu aussi à Bruxelles et j'ai eu la chance de le rencontrer. Non seulement c'est un grand écrivain, il est absolument adorable et son livre parle du système Victoria qui vient de paraître donc chez Stock. Le système Victoria, c'est une femme, elle s'appelle Victoria, il la suit dans la rue, enfin son narrateur, il en tombe amoureux et puis le reste, eh bien, il vous en parle. Alors moi j'aime bien quand vous écrivez ces petites miettes d'amour et de consolation, le désespoir qui en réalité m'avait conduit dans cette chambre sans que j'en prenne vraiment conscience. En fait, c'est un homme qui se cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui essaye à travers les femmes de compenser un manque. Et on ne sait pas qu'est-ce qui manque. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que David, comme beaucoup de personnes, hommes ou femmes, a besoin de tendresse, quoi, de consolation, de contact humain, d'un regard, toucher une peau. Et on voit bien quand il arrive comme ça, quand il aborde des jeunes filles ou des jeunes femmes dans la rue. Quelque part. Oui, parce qu'en fait... Parce qu'il y a l'adultère, parce qu'il est marié, qu'il a deux enfants. Oui, mais surtout, il se rend compte à chaque fois que s'il aborde une jeune femme dans la rue, qu'il parvient à convaincre de le suivre dans un hôtel, dans le fond, c'est moins pour faire l'amour que pour être en compagnie d'une femme qui serait parvenue à séduire. Il est solitaire, je crois. Et donc, sans doute que ce qu'il faudrait, c'est aller dans cette chambre, s'embrasser, se déshabiller et s'endormir l'un contre l'autre. C'est romantique, ça. Oui, mais il obéit, alors certainement à son désir, parce qu'il a du désir pour ces femmes, mais aussi sans doute à une forme de convention qui fait que quand on entraîne une jeune femme dans un hôtel, on est censé lui faire l'amour. Et voilà, et ça ne se passe pas très bien parce que ça ne peut pas bien se passer de faire l'amour, enfin c'est rare. Quand on rencontre une femme comme ça dans une soirée et qu'on l'emmène faire l'amour, voilà, ça demande du temps pour que ce soit bien. Il faut se connaître un peu, tout ça. Et David, en plus, il est timide.
je pense que voilà, plus on vieillit, plus on prend de l'assurance et mieux ça peut être. Mais David, quand il raconte ceci, il fait référence à des scènes de jeunesse. Il était très intimidé par ses femmes et n'y arrivait pas la plupart du temps. Il était trop peureux et il avait peur de les décevoir ou de se décevoir lui-même ou de ne pas être à la hauteur de la beauté du moment et tout ça. Et souvent ça se terminait d'une manière un peu pathétique et pitoyable. Il pouvait se faire honte. Et aussi, mais c'est quelqu'un de très lucide. Et souvent les gens très lucides, ils ont du mal à être heureux parce que leur regard transperce les situations. Et ils voyaient très rapidement le pathétique dans ces moments qu'il partageait avec ces jeunes femmes. Et se reprocher d'avoir été assez habile pour les entraîner à se donner à lui alors qu'elles ne le connaissent pas. Donc c'est quelqu'un de fondamentalement bon que la vie dévoie peu à peu et corrompt l'intérieur. C'est ça que je voulais raconter en fait. Et mon rêve avec ce livre, c'était de partir d'un début mettant en scène un personnage très idéaliste, très beau, très bon, dont on sent qu'il serait incapable de faire quelque chose d'indigne. Et à la fin du livre, qu'on ait une sorte de grand écart comme ça et qu'on termine dans les situations les plus crues, les plus violentes, les plus obscènes, où lui-même jouerait un rôle important. On passe maintenant au livre pour la jeunesse, pour les tout petits, avec Georges le Dragon. Je vous en avais parlé il y a quelques mois de ce fameux Georges qui est amoureux de la princesse. Et puis un jour, il y a un chevalier intrépide qui arrive et qui lui vole le coup, on va dire ça. Et du coup, ce chevalier s'impose, il devient le prince. Et là, c'est les nouvelles aventures, donc c'est le tome 2, si on peut dire. Et là, il va maudire son sort parce que c'est pas très bien, c'est pas très gai ce qu'il doit subir et Georges n'est pas du tout ravi de la tournure des événements. Ça, c'est le premier livre que je vous conseille pour vos petits. Le Croco voleur de doudou. Et oui, ça existe, bien sûr, je vous rassure. Un crocodile voleur de doudou, il y en a partout. On n'a jamais vu ça? Eh bien si. Et aucun enfant n'est à l'abri. La situation va devenir critique. Heureusement, notre croco doudou va rencontrer quelqu'un qui va absolument le faire changer d'avis. Alors c'est trop mignon, les illustrations sont absolument divines, ça va enchanter vos enfants et surtout le soir, ça va les aider à s'endormir avec leur doudou parce qu'ils ont très peur que Croco-Doudou vienne leur voler. La sorcière Tambouille, eh bien tout le monde sait qu'elle adore cuisiner. Alors justement, ici chez Kaléidoscope, donc dans la collection, dans cette petite collection ou cette grande collection parce qu'ils font des choses absolument extraordinaires, il y a donc cette petite sorcière qui adore cuisiner, qui se déguise et un jour un ogre va faire appel à ses services. Alors elle se demande pourquoi, elle va aller trouver cet ogre et elle va commencer à cuisiner pour lui. Le problème, c'est que c'est un affreux gourmand. Alors, je ne vous dis pas la suite de ce qui va se passer. Pour ça, il faut vous procurer donc ce très très beau livre qui vient de sortir aux éditions Kaléidoscope. Pour ceux qui aiment lire déjà tout seul, Folio Cadet, Mick et Mock, c'est encore une histoire de sorcière. Et Mick, la sorcière et son chat à rayures Mock vont faire la fête chez des amis. C'est dans la collection, donc les jeunes apprentis lecteurs, c'est le stade numéro 1, le niveau numéro 1, et c'est donc chez Gallimard Jeunesse. On reste bien sûr dans les petits formats de lecture, donc pour les enfants qui commencent à lire tout seul, La chasse aux monstres, là c'est chez Mijade, et on enchaîne avec Le petit poilu, Le griffu et Le cornu, aussi chez Mijade. Le vilain de Petit Canard, tout le monde s'en souvient, c'est un grand classique. Et justement, Gallimard Jeunesse a décidé dans sa collection L'heure des histoires de le republier. Soit vous le lisez à vos enfants, s'ils ne connaissent pas encore cette histoire magnifique, triste, mais absolument extraordinaire, ou alors ils le lisent déjà tout seul. Je voudrais aussi vous présenter, avant de terminer ce livre de bord, et je pense que, comme dirait Brice, les folios à 2 balles, il y en a plein. Alors,
tout d'abord, pour commencer, ne nous fâchons pas, ou l'art de se disputer au théâtre, parce que c'est vrai, entre acteurs parfois, eh bien, lors des répétitions, ce n'est pas toujours simple. Jules Verne, une fantaisie du docteur Ox, là aussi, c'est assez intéressant de le lire. Il y a Richard Bosch, Téléphone rose, bien sûr, qui vient de paraître, et Miguel Unamuno, Des yeux pour voir et autres contes. Voilà, c'est des livres à petit prix. Et j'espère que vous aurez absolument envie de vous procurer ces petits bouquins à 2 balles. Voilà, ce livre de bord est terminé. On espère que vous avez été satisfait de ma prestation. Sans Brice, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt avec Brice de Passe pour un prochain livre de bord.